Du coup, si vous le voulez bien, je vous propose effectivement de bien vous nommer en indiquant votre nom et votre structure, ce qui permet de bien vous identifier, au cas où vous posiez des questions dans le chat avec du coup, Elsa et Camille qui sont à mes côtés pour répondre en direct aux questions les plus faciles. Les animateurs pourront aussi, répondre aux questions, les animateurs et intervenants et puis moi-même effectivement je répondrai à certaines questions ou je poserai les questions aux intervenants, si, le temps, dédié, nous est suffisant parce qu'en fait on a un petit peu pris du retard et on s'en excuse. On va essayer quand même de finir pas trop après 19h30 et donc d'essayer de rattraper ce temps, perdu. Heu, donc je me permets un rappel sur les différents défis liés à la qualité de l'air. Vous avez entendu parler de ces défis. Ils sont présentés, sur le site, Green Grenoble, donc vous pouvez y avoir, accès, très facilement. On a 12 mois dans notre année 2022, plus que 11 malheureusement, mais il nous reste encore 11 mois pour relever des défis, donc avec, une thématique par mois et 54 défis pour toute cette année 2022. Ces défis ont été posés là dans un objectif d'accélérer les transitions et d'inviter chacun effectivement à s'engager dans des actions concrètes. Donc là, vous voyez les défis, un extrait des défis liés à la qualité de l'air. Nos intervenants vont vous apporter beaucoup de matière sur comment est-ce qu'on peut relever ces défis. Ces défis s'adressent à différentes cibles, que ce soit les citoyens, les entreprises, les institutions, les associations. Et du coup, si vous souhaitez vous engager dans un défi au titre de votre structure, une fois encore, le site de Convergence, c'est donc le site Green Grenoble sur lequel vous pouvez vous connecter et faire preuve d'un engagement concret à contribuer à cette année des transitions environnementales et sociales. On va rebalayer en fait l'ensemble de ces défis, vous allez voir, au fil de la soirée, avec les intervenants qui vont venir nourrir effectivement l'ensemble de ces enjeux et de ces pistes d'action. Et si vous voulez bien, on peut commencer par la première intervenante, donc Gladys Marie, qui est donc correspondante territoriale Sud-Isère à Atmo, l'Observatoire de la qualité de l'air pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc Gladys va nous parler de la situation de la qualité de l'air sur le territoire pour essayer de poser un petit peu le cadre de cette question et de cet enjeu sur la qualité de l'air. Donc Gladys, on te laisse 5 minutes à peu près pour nous faire ta présentation dans un premier temps. À toi. Merci Anne-Cécile. Et ben, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais te laisser passer les diapos du coup. Je pense que c'est toi qui as la main. Oui. Oui. La qualité de l'air. Quand on parle de qualité de l'air, de quoi on parle? La première idée, c'est de faire un lien avec le climat. On est sur le mois du climat pour Grenoble Capitale Verte. Et donc, on a d'une part les gaz à effet de serre sont émis dans l'air et qui vont avoir un effet plutôt global au niveau planétaire et de changement climatique avec des modifications des strates supérieures de l'atmosphère. Quand on parle de polluants atmosphériques, c'est des composés qui sont émis en grande partie par les mêmes sources que les gaz à effet de serre, mais qui se retrouvent plutôt dans les couches inférieures de l'air et qui vont avoir un effet sur la santé notamment et sur l'environnement. Donc, on a des sources d'émissions qui sont assez similaires entre gaz à effet de serre et polluants, pas toutes, mais en grande partie. Mais par contre, on a des effets différents en fonction des différents composés. Et donc, on a aussi des intitulés de composés différents. Quand on parle de polluants, on va vous parler d'oxyde d'azote, de particules fines, d'ammoniac, de composés organiques volatiles ou de dioxyde de soufre, qui ne sont donc pas les mêmes composés que les gaz à effet de serre. Sur la diapo suivante. Donc, quand on parle de ces polluants, je vous ai dit, ils sont surtout suivis et observés notamment par Atmo parce qu'ils ont un effet sur la santé. On a à peu près 200 polluants dans l'air ambiant qui sont surveillés. On en a une quinzaine qui sont réglementés en air ambiant et on en a, on va dire, 5-6 qui ont vraiment des effets sur la santé importants et sur lesquels il est important d'agir pour limiter ces troubles. Donc, ces différents troubles, ça va des effets court terme comme des maux de tête, des vertiges, des irritations au niveau des muqueuses, des gènes respiratoires, de l'asthme. Et puis, ça peut aller malheureusement jusqu'à des troubles assez graves, comme des cancers, des AVC ou des troubles cardiovasculaires. D'où l'importance de réduire ces émissions de polluants dans l'air.
Et pour relater un petit peu ces effets des polluants sur la santé, on a différents organismes qui essaient de mettre ça en parallèle, de se dire, eh ben, cette pollution de l'air, comment est-ce qu'on peut la transcrire en nombre de décès au quotidien. C'est pas très joyeux comme intitulé, mais ça permet de faire des choix en termes de politique publique notamment et d'action. Donc, on a Santé publique France qui a revu sa dernière publication à l'automne dernier pour nous redonner les chiffres. Donc, on vous les a mis à l'échelle de l'Isère et de Grenoble-Alpes Métropole, mais ils sont disponibles à différentes échelles, d'estimation du nombre de morts prématurées liées à la pollution sur le département de l'Isère, qu'on a à peu près 300 décès par an prématurés liés au dioxyde d'azote, qui est un gaz principalement émis par le trafic routier, et environ 680 décès qui sont liés aux particules fines, principalement liés au chauffage au bois non performant. Donc voilà, on a cette estimation qui est faite pour pouvoir traduire ça, malheureusement, en nombre de décès associés à une mauvaise qualité de l'air au quotidien. Et en parallèle, on a l'Organisation mondiale de la santé qui a revu aussi ses seuils. Justement, donc l'Organisation mondiale de la santé définit des seuils recommandés pour notre protection de la santé qui sont bien inférieurs aux valeurs réglementaires européennes. L'OMS estime que ces valeurs réglementaires européennes sont beaucoup trop élevées et donc a des recommandations pour protéger notre santé et donc a revu ces valeurs à l'automne également. Donc voilà, on est dans un contexte de qualité de l'air qui s'améliore, mais par contre des objectifs à atteindre qui sont de plus en plus ambitieux pour protéger la santé des populations. Et donc, ces polluants, d'où est-ce qu'ils viennent? C'est la première question à se poser pour pouvoir agir sur leurs émissions. Donc, sur le graphique de droite, vous avez la répartition des émissions des différents polluants atmosphériques qui sont les plus surveillés en fonction des secteurs qui les émettent. Donc, ça permet de quelle émission de quel polluant et donc d'agir en particulier sur ce secteur-là pour réduire les émissions. Donc, de ces graphiques, les principales informations qui ressortent, c'est que le transport routier va être principalement responsable de l'émission d'oxyde d'azote, donc les NOx. Le chauffage au bois non performant est principalement responsable de l'émission des particules fines. L'agriculture d'émissions d'ammoniac et puis l'industrie d'émissions d'un petit peu, on va dire un petit peu tous les composés. Mais donc voilà, on a on va dire des polluants qui sont à peu près associés à des secteurs, mais comme vous pouvez le voir, qui complexifie l'action, mais qui permet quand même de les orienter. Donc, les grands leviers d'action, c'est vraiment le chauffage, le transport et l'industrie pour améliorer notre qualité de l'air. On est d'autant plus sur Grenoble dans une zone géographique sur laquelle on a une accumulation des polluants sur des périodes de stabilité atmosphérique importante, qu'on a pu avoir d'ailleurs ces dernières semaines de stagnation de ces polluants en fond de vallée. Et donc, on a vraiment une action à mener tous ensemble pour pouvoir réduire l'émission de ces polluants et donc la concentration qu'on va pouvoir retrouver dans l'air au quotidien. Donc ça, c'est une observation que nous, on fait de notre côté, on va dire d'un point de vue purement réglementaire, la qualité de l'air pour rendre des comptes à l'Union européenne, mais notre rôle aussi, c'est d'informer. Donc d'informer notamment les populations de quelle est la qualité de l'air chaque jour pour pouvoir adapter à la fois ses activités physiques et donc son exposition à un air dégradé, par exemple, mais aussi pouvoir adapter ses comportements pour limiter ces émissions de polluants sur le territoire. Donc, pour simplifier la communication, parce que comme vous avez pu le voir, on parle de différents polluants, de différentes zones, ça change avec le temps. Il y a un indice Atmo, qui est un indice, on va dire, un petit peu global et résumé, qui va pouvoir donner chaque jour, pour chaque commune du territoire, l'indice de la qualité de l'air et donc avoir un retour sur est-ce qu'aujourd'hui on est sur un air qui est plutôt bon, moyen, mauvais ou très mauvais. Donc, cette information, vous la retrouvez sur différents supports de communication, que ce soit sur notre site internet Atmo, sur des applications, sur d'autres sites partenaires qui la relaient. Si tu mets la suite, Anne-Cécile. Donc, l'idée avec la qualité de l'air, c'est qu'il y a différentes étapes. C'est-à-dire que dans la première étape, c'est déjà de s'informer donc de la qualité comme je vous le disais, avec notamment l'indice Atmo et d'autres données beaucoup plus détaillées pour ceux qui s'intéressent. Tout est en libre accès et gratuit sur notre site internet. Ensuite, de se protéger, c'est-à-dire cette information, une fois que je l'ai, qu'est-ce que j'en fais et comment est-ce que je protège ma santé en fonction de la qualité de l'air du jour. On vous propose aussi d'expérimenter, en partenariat avec Grenoble-Alpes Métropole, d'emprunter des microcapteurs de particules fines dans le cadre de la Captotech. Donc, c'est un prêt qui est gratuit à destination de tous les citoyens pour pouvoir expérimenter pendant 1 mois la qualité de l'air qui vous entoure. Et puis, de s'engager sur le site Air Attitude, je vais vous le détailler un petit peu plus loin, qui est un site qui permet de centraliser les actions en faveur de la qualité de l'air. On retrouve toutes ces ressources sur le site de Grenoble Capitale Verte.
Cette information elle est partie d'un constat et d'une enquête qui a été faite sur le fait que les habitants de la région, ils souhaitent être informés de la qualité de l'air, mais globalement, ils ne vont pas aller chercher l'information par eux-mêmes. Donc la demande, elle est plutôt que cette information elle soit disponible sur des supports de communication ou de diffusion qui sont dans leur quotidien. En fait, ils aimeraient que cette info vienne à eux, un petit peu comme la météo, et non pas qu'ils aient à aller la chercher, mais ils sont intéressés par le fait de l'avoir. Donc, dans le cadre de Grenoble Capitale Verte, dans les défis qu'il y a et puis l'implication que vous pouvez avoir chacun en tant qu'acteur, il y a vraiment cette action qui est possible de mieux communiquer la qualité de l'air. Donc, sur la diapositive suivante, on a mis quelques exemples. Et c'est possible de communiquer cette qualité de l'air, donc soit l'indice, soit des bons gestes de recommandations sanitaires, soit des bons gestes de comportement qui vont vous être détaillés aussi dans la suite de l'atelier, mais ça peut être mis sur des sites internet, des panneaux à messages variables, dans des applications, sur les magazines des communes, via les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment cette idée de plus diffuser cette information de la qualité de l'air pour en faire prendre conscience aux différents acteurs et amener chacun à agir. Si on met la diapo suivante. Ces questions de qualité de l'air plutôt aux collectivités, à l'État, mais au sein de chaque entreprise, il y a aussi moyen de mettre des actions en œuvre en faveur du climat, de l'énergie et aussi de la qualité de l'air et de la valoriser dans des démarches RSE notamment. Donc, à la fois en sensibilisant ses salariés de l'air et puis en valorisant d'autres actions qui peuvent être menées, notamment pour favoriser l'attractivité du territoire. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir à la fois déployer des actions en fonction des différentes organisations, que ce soit au niveau de l'État, des collectivités, des acteurs économiques et des associations. Et donc nous, ce qu'on propose chez Atmos, c'est cette plateforme qui s'appelle Air Attitude, qui est une plateforme qui recense justement toutes ces actions en faveur de la qualité de l'air sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça permet à la fois pour un acteur de valoriser son action, vont déployer des actions, c'est l'occasion de la mettre sur la plateforme et puis de la faire savoir, de la faire connaître. Nous, on vous accompagne aussi pour l'évaluer en termes de gains sur la qualité de l'air qui peut être associé à votre action. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse la mettre sur la plateforme. Et puis, il y a un enjeu citoyen, c'est-à-dire que chaque citoyen qui veut être informé de la qualité de l'air et puis agir et puis dire aussi, moi aussi, je participe à l'amélioration de la qualité de l'air, peut participer sur le volet citoyen en cliquant sur « Je participe » et puis on a un compteur au niveau régional qui incrémente le nombre de personnes qui vont au travail à vélo, qui remplacent leur vieil insert au bois, voilà, pour créer une communauté d'acteurs en faveur de la qualité de l'air. Donc, c'est vraiment cette idée de valorisation d'action sur cette plateforme. Ok, merci beaucoup Gladys, c'est très clair et très, très précis en même temps. Je vous propose qu'on enchaîne avec la présentation de Clément Pell, qui travaille au service environnement et climat de Grenoble-Alpes Métropole, parce que pour vraiment faire le lien effectivement avec une des sources de pollution, qui est effectivement le chauffage au bois, et il y a une proposition très intéressante qui est portée par la métro sur ce sujet de comment se chauffer au bois sans polluer. À toi Clément. Bonjour à tous, merci Cécile. Je vais vous parler du coup de la Primaire Bois, qui est un dispositif porté par la métropole et aussi abondé par certaines communes, notamment la ville de Grenoble et la ville des Bains. Donc, comme on l'a vu dans la diapo de Gladys, on voit les mêmes types de schémas. On se rend compte que sur les particules, 69% des PM2,5, des particules les plus fines qui pénètrent le plus profondément dans les bronches, sont issus du résidentiel et notamment 95% du chauffage au bois individuel non performant. Et donc, il y a un impact sanitaire, Alain Gladys en a parlé, de 293 décès par an. C'est évalué dans le cadre des travaux de Santé publique France en 2021. Et donc, si on fait un point sur le chauffage au bois sur la métropole, on a entre 25 000 et 30 000 appareils de chauffage au bois sur le territoire et on estime environ 12 000 appareils de chauffage au bois individuels non performants en utilisation. Donc, non performants, c'est des appareils d'avant 2002 ou alors des foyers ouverts et on estime à 4 000 environ le nombre de foyers ouverts. On se rend compte que c'est une grande part de la pollution et qui est émise par un nombre relativement modeste d'appareils de chauffage au bois non performants. Donc, comment est-ce qu'on peut réduire les émissions de particules issues du chauffage au bois? Donc, en changeant d'appareil, en s'équipant d'un appareil performant. Donc, un appareil performant, c'est un appareil qui est labellisé Flamme Verte 7 étoiles, donc il y a des rendements plus intéressants tant énergétiquement qu'en termes d'émissions de polluants.
c'est en utilisant un combustible de qualité, donc un bois sec quand on est sur des appareils bois-bûche, un bois qui va être stocké à l'abri et qui va au moins avoir 18 mois de séchage depuis le moment où il a été coupé. Et donc, ça nous amène à une humidité qui est inférieure à 20%. Ou alors, si on est sur du granulé, avoir des granulés qui soient adaptés aux appareils et qui soient labellisés. Et enfin, le dernier volet du triptyque, c'est bien utiliser son appareil, c'est-à-dire éviter de le faire tourner au ralenti et avoir un entretien régulier. Donc, l'entretien de l'appareil de chauffage au bois, c'est 2 fois par an sur la région grenobloise et dont une fois en période de chauffe. Et enfin, le dernier, tu peux revenir juste un petit peu en arrière, et la dernière bonne pratique du chauffage au bois, c'est de pratiquer un allumage par le haut, donc un allumage inversé, en mettant les grosses bûches en bas et avoir un allumage inversé avec le feu qu'on allume par en haut et qui vient descendre sur l'ensemble du foyer et qui permet de chauffer la chambre de combustion et du coup avoir moins d'émissions au niveau du conduit. Donc, parlons de la primaire bois. De quoi il s'agit? C'est une prime à l'incitation au renouvellement qui a été mise en place par la métropole en 2015. Vous en avez sûrement entendu parler depuis. En tout cas, c'est vraiment un dispositif qu'il faut relayer parce qu'il est vraiment avantageux pour le particulier. Donc, c'est 1 600 à 2 000 € en fonction du niveau de ressources. Et ça s'accompagne de campagnes de communication régulières. Donc, vous avez sûrement vu sur l'espace public dernièrement des incitations pour connaître le dispositif. Et enfin, des animations sur les bonnes pratiques du chauffage au bois pour bien utiliser son appareil de chauffage au bois, donc le triptyque dont je vous parlais précédemment. Et enfin, on anime un réseau de professionnels avec une charte des professionnels et des professionnels engagés pour justement véhiculer ces bonnes pratiques du chauffage au bois et vous accompagner dans le renouvellement d'un appareil par un appareil Flamme Verte 7 étoiles. Donc, c'est pour qui est-ce qui est éligible à la primaire bois? C'est les habitants de la métropole grenobloise, des habitants qui ont un appareil de chauffage au bois existant, donc non performant, donc d'avant 2002 ou un foyer ouvert, dans une résidence principale, et des habitants qui s'engagent à détruire l'appareil en question et à le remplacer par un appareil performant Flamme Verte 7 étoiles, et un appareil qui sera installé par un professionnel qui est reconnu garant de l'environnement et du coup qui est signataire de la charte du chauffage au bois dont je vous parlais. Donc, ça, je vais passer rapidement, mais globalement, il faut contacter un professionnel. Il y a un dossier de demande qui est téléchargeable sur le site de la métropole. Après, on reçoit une autorisation de pouvoir réaliser les travaux. On réalise les travaux, on renvoie la facture et on a un versement de la prime. Et tout ça se fait très rapidement. L'installation par un professionnel, c'est 1 journée de travaux et l'ensemble de la démarche ne prend pas plus de 3 mois. Et donc, un petit focus rapide, le retour d'expérience sur les 5 dernières années, c'est que le coût d'un changement de chauffage au bois, c'est environ 5 000 €, donc 4 700 € pour les foyers modestes, très modestes, et 5 000 € pour un foyer intermédiaire et supérieur. Et en fait, c'est une aide qui est cumulable aussi avec des aides de l'État, donc des aides MaPrimeRénov'. Et en fait, c'est un peu indigeste le tableau, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des cumuls d'aides qui sont très élevés. Et si on regarde pour des foyers modestes ou très modestes, pour l'installation d'un poêle à granulés, on a l'ensemble des coûts qui sont couverts par les aides publiques. Donc, on a un renouvellement qui coûte 0 € aux bénéficiaires. Et pour des foyers intermédiaires, souvent on dit, voilà, on aide pas forcément l'ensemble de la population. Là, c'est une aide qui permet d'améliorer la qualité de l'air et donc qui profite à tous. Et donc, il y a l'ensemble des personnes qui sont concernées. Et on voit que même pour des profils intermédiaires, on a 65% de prise en charge. Et donc, on a un reste à charge qui est de 1 700 €. Et donc, voilà, c'est vraiment un dispositif très incitatif au niveau financier et qui, donc, je vous invite à faire connaître et qui a un vrai levier sur la qualité de l'air. Pour ça, on peut passer. Donc, vous aurez dans le diaporama que vous pourrez revisionner en suivant les dates là, qui sont inscrites pour les prochaines réunions bonnes pratiques. Donc, c'est des réunions qui sont animées par l'Agence locale de l'énergie et du climat et qui vous permet d'avoir tous les tips pour bien utiliser votre chauffage au bois, que ce soit un bois-bûche, un appareil bois-bûche ou un appareil au granulé. Les prochaines sessions, le 23 février, le 23 mars et le 27 avril. Faut s'inscrire soit sur le site de l'Agence locale d'énergie et du climat, soit sur le site de la métropole. Vous avez le lien dans le diaporama.
Et on parlait de, juste tu reviens à la diapo Ouais. précédente, voilà, on parlait de bois sec de qualité. Donc vous avez sur le site de France Bois-Bûches un moteur de recherche où vous tapez votre adresse et qui vous permet d'avoir l'ensemble des vendeurs de bois labellisés. Merci Clément, ça donne vraiment plein de matière et ça vient nourrir les réflexions effectivement, et ça montre bien où sont les enjeux par rapport à ces émissions de particules sur le territoire. Donc voilà, là vous avez de la matière pour éventuellement vous engager dans un de ces défis de Capitale Verte sur le sujet effectivement de se chauffer avec un poêle à bois performant. Je vous propose qu'on bascule sur un autre enjeu lié plus à la mobilité. Et donc là, on fait référence à un autre défi qui est le défi lié à l'optimisation des livraisons. Donc voilà, quelle solution effectivement pour faire face à l'explosion des flux de marchandises en milieu urbain. Donc là, on va avoir 3 intervenants. Clément Viola, qui est chargé de mission logistique urbaine à Grenoble-Alpes Métropole. Rodolphe Chattard, qui est directeur général d'Urbi Grenoble. Et Jérôme Cucarolo, qui est co-gérant de Tout en vélo Grenoble. Donc on commence par Clément, qui nous fait un petit panorama du sujet. Clément, à toi, si tu veux éclairer ta caméra et ton micro, c'est parfait. Merci Anne-Cécile, bonjour à tous. Effectivement, avant de commencer, je vais vous redonner quelques chiffres clés du transport de marchandises sur la métropole grenobloise. Donc, c'est environ 3500 poids lourds qui circulent quotidiennement, majoritairement en provenance ou à destination du Nord-Isère ou du territoire lyonnais. Donc, ça représente environ 37 000 opérations de livraison sur la métropole quotidiennement. Et ça a aussi un impact en termes de pollution, puisque c'est l'ensemble de ces véhicules utilitaires et poids lourds, c'est environ 20% de l'ensemble des kilomètres parcourus par tous les véhicules sur la métropole, mais aussi la moitié des émissions de dioxyde d'azote et un tiers des émissions de particules fines. Donc proportionnellement, c'est une part importante dans le secteur des transports. Donc pour faire face à tous ces enjeux à la fois de pollution, d'occupation d'espace public, de congestion, il y a un plan d'action pour une logistique urbaine durable qui a été adopté en 2015 par la métropole, le SMTC, donc le syndicat mixte des transports en commun, qui est aujourd'hui le SMAG, et une vingtaine de partenaires publics et privés, donc à la fois des collectivités, des transporteurs, des industriels et des chambres consulaires, à l'issue d'une phase de concertation. Et donc dans ce plan d'action qui est disponible sur le site internet de la métropole, il y a une vingtaine d'actions qui permettent de répondre à ces enjeux. Et parmi ces actions, il y a notamment la création d'un centre de distribution urbaine et le développement des livraisons en véhicules moins polluants. Donc, je vais vous détailler ça juste après. Donc, les enjeux de mutualisation des flux, il y a notamment la possibilité d'avoir recours à des CDU ou des espaces logistiques urbains. Donc, qu'est-ce qu'un CDU? C'est une plateforme logistique qui est généralement donc située en entrée d'agglomération, qui permet de mutualiser l'ensemble des flux qui proviennent de différents transporteurs et ensuite de les redistribuer avec des véhicules qui sont mieux adaptés à l'environnement urbain, donc notamment en passant sur des véhicules utilitaires ou des plus petits poids lourds et moins polluants, donc véhicules gaz, électriques ou des vélos cargo. Et les espaces logistiques urbains, la différence, c'est des micro-plateformes qui sont, elles, situées en milieu urbain dense et qui permettent donc de faire une rupture de charge, donc de passer d'un poids lourd à un mode de livraison actif pour les livraisons du dernier kilomètre. Donc sur la métropole et le SMTC à l'époque avait lancé un appel à manifestation d'intérêt pour la création d'un centre de distribution urbaine, donc qui a été remporté par un consortium d'acteurs qui est renommé aujourd'hui Urbi et donc qui est piloté par le groupe La Poste. Et vous aurez l'intervention du directeur d'Urbi juste après pour vous présenter plus en détail leur activité. En termes de cycle logistique, il y a aujourd'hui un contexte de fort développement des flux liés au e-commerce, donc avec une croissance très forte. Il y a 1 milliard de colis qui ont été livrés en France en 2020, ce qui a forcément entraîné une augmentation des livraisons qui se font principalement en véhicules thermiques, ce qui pose des problématiques de pollution, de nuisances sonores et de trafic, de congestion en milieu urbain. L'avantage des livraisons thermiques, c'est que par rapport au mode de livraison actif, c'est leur coût, puisqu'elles ont un coût qui est plus compétitif.
Et donc, c'est bien là qu'intervient le programme polyactif, donc je vais vous détailler le principe. Aujourd'hui, les livraisons, donc les flux de colis en milieu urbain, c'est environ 1% qui sont faits en modes actifs, et on estime qu'il y a un potentiel pour atteindre un chiffre de 25% assez rapidement, notamment grâce au programme Colis Active. Donc, le principe de ce programme, donc, c'est un programme qui est national, qui a été mis en place par le ministère dans le cadre des certificats d'économie d'énergie pour soutenir les livraisons de colis en modes actifs sur les derniers kilomètres. Donc, on parle bien de livraison de colis et pas de marchandises alimentaires. Donc, c'est un programme qui est porté par la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, et Sonargia, en partenariat avec l'État et l'ADEME. Donc, le territoire du SMAC, du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, a été retenu parmi les 5 territoires pilotes au niveau national pour expérimenter ce programme. Donc, le fonctionnement de ce programme, il est assez simple. En fait, c'est d'accorder une prime aux opérateurs de livraison à vélo pour chaque livraison de colis, afin de leur permettre d'être plus compétitifs par rapport à une livraison en véhicule thermique, ce qui doit permettre d'augmenter le volume de colis et donc de diminuer les prix. Et à l'issue du programme, l'objectif, c'est d'avoir un coût qui soit équivalent à une livraison en véhicule thermique, et donc qu'il n'y ait plus besoin d'accorder de primes pour que cette solution soit compétitive. Donc, c'est une mise en place qui se fait progressivement. Aujourd'hui, il y a 9 communes, il y a un potentiel de développement de la cyclo-logistique qui a été identifié sur 9 communes de la première couronne de Grenoble, donc notamment en fonction de leur densité de population, leur configuration géographique. Mais on a laissé la possibilité aux autres communes du SMAC de pouvoir bénéficier du programme s'il y avait une volonté des opérateurs de livraison vélo de développer ce programme sur les autres communes. Donc, le programme, il est prévu il prend fin fin 2023. Il est cofinancé donc à la fois par les certificats d'économie d'énergie et par le SMAG. Aujourd'hui, c'est un programme qui a débuté depuis avril 2021. Il y a 2 opérateurs de livraison qui en bénéficient aujourd'hui, et 3 qui devraient le rejoindre prochainement, sachant que cette année, il faut qu'on va travailler avec les principaux transporteurs pour les sensibiliser à ce sujet et les inciter à confier leur flux d'opérateurs de livraison à vélo pour accélérer la mise en place du programme. Voilà, je vais passer la parole à Jérôme Cucciarolo, qui est le représentant de Tout en Vélo. Alors, je crois que ce qui était prévu dans l'ordre, c'était plutôt d'abord Rodolphe Chattard qui nous faisait l'illustration concrète avec la démarche Urbi. Du coup, on garde le sens du diaporama, ça sera peut-être plus simple. Rodolphe, désolé, monsieur Greco. Oui, donc je suis effectivement le diaporama. Alors, Clément Viola a déjà exposé pas mal de sujets qui nous concernent effectivement sur la logique urbaine et la logistique sur laquelle nous, on intervient de manière à essayer d'améliorer l'impact sur l'aire des flux marchandises dans les centres de concentration, de densité de population, et en l'occurrence les agglomérations. Aujourd'hui, Urbi est présent sur une vingtaine d'agglomérations qui représentent toutes plus de 150 000 habitants. Et effectivement, on s'implante de 2 manières. Effectivement, les centres de distribution urbaine, aussi appelés les centres de mutualisation, et les établissements de livraison de proximité, les ELU. Alors, au-delà de la motorisation, qui effectivement est un axe de progrès et d'amélioration efficace, et les nouvelles technologies qui commencent à venir et à s'implanter, qui sont encore en phase d'amélioration. Aujourd'hui, effectivement, on tourne avec des véhicules qui s'orientent sur l'électrique et encore sur le GNV, et notamment aussi sur le bio-GNV pour ce qui nous concerne sur Grenoble pour une bonne partie aujourd'hui. La technologie et la motorisation, c'est une chose, mais l'organisation, c'est l'autre côté de la pièce qui a tout autant son importance. Et nous, Urbi, on intervient sur plusieurs axes par rapport aux flux marchandises. On intervient sur ce que communément on appelle la logistique du dernier kilomètre, mais aussi du premier. En fait, c'est toute la logistique qui fait que la marchandise qui est arrivée d'un point A pour arriver à un point B, elle utilise différents modes de transport. Oui, tout à fait, bien aussi. Et en fait, le véhicule qui va faire la majeure partie des kilomètres, la longue distance, n'est pas le véhicule le plus adapté pour faire ces derniers kilomètres. Et vice-versa, le véhicule qui va faire les derniers kilomètres n'est pas adapté au précédent.
Donc, on intervient sur plusieurs axes. Un gros de ces axes, comme on voit sur le CDM en haut à gauche, c'est des arrivages massifiés de la part des grands transporteurs nationaux qui ont des réseaux nationaux et qui se disent on va arriver au quai Urbi avec nos arrivages massifiés et Urbi va prendre ces arrivages en grosse quantité massifiée pour des véhicules plus petits qui, eux, vont livrer à la place et pour le compte de ces transporteurs. Et donc, la conséquence, c'est que dans une même rue, dans un même quartier, à l'échelle d'un pâté de maison, au quotidien, ces transporteurs qui livrent quotidiennement sur ces secteurs de la ville vont plus arriver chacun pour leur compte avec leurs propres moyens, mais c'est Urbi qui va arriver avec un moyen pour le compte de plusieurs. Et donc, on optimise le taux de remplissage de nos véhicules et de fait, on réduit le nombre de véhicules. Et de fait, on réduit l'émission de polluants, de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est des transporteurs nationaux quotidiens. Mais il n'y a pas que, il y a aussi les transporteurs parfois régionaux qui livrent de manière ponctuelle le centre de l'agglomération et pour lesquels l'agglomération représente un point de livraison parmi une tournée qui fait l'agglomération et d'autres points périphériques. Donc, eux, ils savent qu'ils vont avoir un temps d'approche et un véhicule pour aller livrer un client sur Grenoble. Donc, c'est sur l'agglomération. Et ces gens-là aussi, ponctuellement, peuvent venir, non pas quotidiennement, mais peut-être une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 15 jours, laisser au quai d'Urbi et laisser à Urbi le rôle d'entrer ces flux dans son flux mutualisé pour aller le livrer à leur place avec les véhicules bien plus adaptés. Et il y a un troisième axe qui se développe de plus en plus et sur lequel nous, on intervient, c'est que au-delà de nos plateformes de mutualisation, nous avons aussi une partie logistique où là, on va avoir une surface de stockage, de réception de marchandises pour quelques clients identifiés, existants de manière commerciale peut-être dans les centres-villes, mais aussi de manière industrielle ou artisanale, qui jusqu'alors utilisaient leurs propres moyens pour faire leur propre transport, et certes qu'ils l'utilisaient de manière beaucoup plus occasionnelle qu'un vrai transporteur au vrai sens du terme, et qui désormais décident d'externaliser cette partie-là. Donc, ils externalisent le transport, mais aussi une partie de leur stockage, et ils confient à Urbi, cet ordre-là, non seulement la livraison, mais aussi la préparation et la gestion de leurs commandes. Donc, de fait, leur surface au centre-ville bénéficie d'une réduction de leur surface de stockage parce qu'ils externalisent le stockage chez Urbi. Donc, ils utilisent plus leur surface, soit la fabrication, soit la commercialisation, et ils confient à Urbi le rôle de préparer leurs commandes et de les approvisionner soit dans leur commerce, soit dans leur chantier. Notamment, la démarche actuelle, c'est beaucoup l'artisanat qui commence à se tourner vers nous, notamment, pourquoi pas, des étancheurs qui nous confient de stocker leurs produits d'étanchéité qui sont assez lourds et qui nécessitent quand même des moyens conséquents pour être transportés, parce qu'ils ne peuvent pas être transportés à la puissance musculaire d'un homme seul, mais il faut un camion, un haillon. Donc, ils se disent, laissez-les chez Urbi, je les prendrai, je les commanderai quand j'en aurai besoin sur mon chantier, je me fais livrer directement sur le chantier. Alors, la contrepartie, c'est effectivement qu'Urbi a une contrainte d'hyper-réactivité parce que là, quand c'est utiliser des matières premières pour une construction sur place, voilà, c'est une commande de la veille au lendemain matin ou du matin à l'après-midi. Donc là, il y a une exigence de délai. Mais pour le coup, l'artisan n'a plus besoin d'avoir pour son propre compte des moyens de livraison. Donc voilà les trois axes sur lesquels on intervient. Et ce qui est symbolisé sur la logistique urbaine, vous voyez, le centre de mutualisation est non seulement une réception de marchandises, mais aussi un centre de stockage et de réparation de commandes qui nous permet de livrer. Et là, la démarche permet de réduire le nombre des véhicules qui circulent non seulement sur le dernier kilomètre, mais aussi probablement aussi sur le premier, parce qu'il y a le flux aller et le flux retour, et l'intérieur de ce périmètre de circulation. Et Urbi, avec ses moyens optimisés, oui. Oui, on a une question en fait de Karine Samuel là, de l'UGA sur le chat là, qui demande effectivement si les transporteurs nationaux ont fermé leur plateforme à Grenoble pour laisser leur flux à Urbi. Vous savez répondre à cette question? Il faut savoir que les transporteurs nationaux ne livrent pas que les centres urbains. C'est-à-dire que sur Grenoble, vous avez le département de l'Isère, vous avez les Abrets, le Voironnais, Saint-Marcelin, où là, vous utilisez des véhicules qui doivent… ça ne pourrait pas être les mêmes véhicules qui livrent le centre urbain parce qu'au niveau autonomie et capacité d'embarquement, il faut des capacités un peu plus cossues. Donc, ces transporteurs, de toute façon, ont toujours besoin de leur plateforme pour pouvoir livrer les départements au-delà des agglomérations.
l'agglomération n'est pas la seule zone géographique à livrer. Donc, effectivement, là où effectivement la chose est à réfléchir, c'est qu'au niveau de différenciation entre les transporteurs nationaux, effectivement, si le premier et le dernier kilomètre, la partie visible de l'iceberg, c'est souvent Urbi dans les agglomérations, les liaisons interplateformes, inter-hub, restent quand même nécessaires au niveau de ces transporteurs nationaux. Urbi n'expédie pas toute France, n'a pas vocation à avoir un réseau national. Urbi n'est simplement que le partenaire qui va faire le dernier kilomètre. Donc, le transporteur national, il continue à rester sur ces périmètres nationaux. Et là, sur cette slide-là, vous voyez le type de véhicule que nous utilisons qui ne permettrait en aucun cas d'expédier une marchandise, ne serait-ce que de Grenoble à Lyon. Ces véhicules ne sont absolument pas adaptés pour faire ça. Et peut-être même pour aller en campagne, où il y a des capacités d'emport qui sont un peu plus importantes, et beaucoup plus nécessaires en tonnage et en surface de plancher. Il y a des véhicules qui sont dédiés pour faire l'extérieur de l'agglo et d'autres pour l'intérieur. Après, il faut avoir une certaine polyvalence, comme vous voyez à gauche, avec des véhicules type Aion GNV. Ne serait-ce qu'un restaurateur en centre-ville, il est très fréquent que vous vous retrouviez avec une palette de 250 kg. Donc là, on a besoin d'avoir une grande polyvalence de moyens, du vélo cargo à assistance électrique, comme vous voyez au niveau du centre, du vélo cargo avec remorque, comme vous voyez en haut à droite, du véhicule surbaissé, qui est un prototype actuellement, qui est en essai sur Paris, avec un véhicule surbaissé pour permettre un accès facile, entièrement électrique, et avec une capacité d'embarquement qui va jusqu'à 19 tonnes, parce qu'on a besoin de tonnage, parce qu'il n'y a pas que les commerces dans l'agglomération, il y a aussi les industriels. Et notamment, nous, à Grenoble, on stocke pour pas mal d'industriels avec des palettes qui peuvent peser entre 500 kg et 800 kg et qui nous demandent des approvisionnements de 1, 5, 10 palettes. Donc, Urbi intervient sur la livraison de marchandises, sur la reverse logistique, parce que tout l'intérêt du jeu, c'est que lorsque vous allez dans le centre-ville, pour plusieurs personnes, l'idéal, c'est de remplir au maximum la capacité d'emport du véhicule pour éviter d'envoyer plusieurs véhicules. Et idéalement, lorsque vous êtes sur le site, lorsque vous faites un retour jusqu'à vos dépôts, c'est de pouvoir sortir les flux de la ville. Et en sortant les flux de la ville, vous pouvez sortir tout autant des marchandises que du déchet, de la palette, du carton, du plastique pour le sortir du centre urbain. Et la logistique de proximité dont je vous parlais, effectivement, c'est la préparation de commandes et l'approvisionnement des ZFE, des agglomérations, avec des moyens déportés comme les nôtres et des surfaces de stockage. Voilà, Urbi. Ok, merci beaucoup, Monsieur Chattard. C'est tout à fait intéressant et clair. Du coup, je vous propose qu'on passe la parole à Jérôme Cucarolo, donc co-gérant de Tout en Vélo Grenoble. Et ça va peut-être permettre de répondre à une question de Laurence qui est posée dans le chat et qui demandait, en tant que citoyen, comment on fait pour faire appel à un transporteur de ce type. Du coup, peut-être que vous pourrez commence par répondre à la question ou on va peut-être d'abord faire la présentation et puis du coup, après, Monsieur Chattard pourra éventuellement compléter parce que peut-être que les citoyens ont aussi besoin de transport lourd à l'intérieur de l'agglomération. Du coup, Monsieur Cucarolo, je vous laisse la parole pour votre présentation et puis on répondra à la question de Laurence à la fin. Eh ben, super, merci de me donner la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Vous pouvez laisser la première. Ouais. Ouais, merci. Comme ça, tout le monde a le temps de noter mes coordonnées. Oui, je confirme, les diaporamas seront disponibles en fait. Donc les gens auront accès aux différents diaporamas à l'issue de l'atelier. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous les gens qui sont venus assister à cet atelier. Très heureux de pouvoir m'exprimer devant vous. Je vais vous présenter notre société coopérative de livraison qui s'appelle… c'est quoi une coopérative de livraison déjà? Ça veut dire que la société, elle appartient aux salariés. Voilà. Si vous faites appel à Tout en Vélo, si vous créez de la richesse avec Tout en Vélo, et bien cette richesse, elle est réinvestie directement sur le territoire. Voilà, Tout en Vélo Grenoble, c'est une SCOP qui a maintenant 7 salariés, qui est présente sur Grenoble depuis 2016. Quand un jour, moi-même, à l'époque fonctionnaire territorial, je regardais des vidéos entre midi et 2 sur YouTube et j'ai vu des Canadiens qui faisaient du déménagement à vélo. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça.
Et j'ai commencé à regarder comment est-ce qu'on achetait du matériel, combien ça coûtait, s'il y avait déjà d'autres entreprises qui faisaient ça. Et c'était le cas à Tout en Vélo Rennes. Donc, il y avait une implantation préexistante. Aujourd'hui, on est 8 implantations en France. On va passer à 12 ou 13 d'ici juin. Et on espère être une petite vingtaine d'ici décembre 2022. Voilà, c'est cette belle progression qui nous a valu d'être lauréat du prix national USS 2021 en transition écologique, qui est délivré par USS France. Voilà, je pense qu'on peut avancer. Quelques repères sur Tout en Vélo Grenoble, effectivement créé en 2016. Aujourd'hui, c'est 7 salariés, la moitié de femmes, la moitié d'associés, qui sont toutes et tous en CDI. Voilà, ça c'est un axe qui pour nous s'est révélé être important au fur et à mesure de notre évolution, la féminisation du métier de livraison. Et aujourd'hui, quand on a des candidatures sur des postes libres, on a à peu près 40% de candidatures féminines et on y tient beaucoup. Quelques petits repères pour vous donner des idées sur les volumes que ça représente sur la dernière année. À peu près 50 000 km parcourus. Pareil, autant de colis livrés et quasi exclusivement avec le programme Colis Active. Donc, ça faisait un bon écho avec la présentation de Clément. Je ne sais pas si ça coûte vraiment plus cher de livrer à vélo, en tout cas sur des zones très restreintes, c'est-à-dire l'hypercentre, sur lesquelles nous, on est particulièrement opérationnel. Mais en tout cas, ça a permis de faire la bascule auprès des transporteurs et de les aider à se dire que ça pouvait être un plan intéressant. Et ça l'est, je vous rassure. Voilà, on est également actif dans l'alimentaire. On bosse pas mal avec Manger Bio, qui est un grossiste en denrées bio et locales. Et c'est plus de 250 tonnes qu'on livre par an, exclusivement à vélo. Voilà. Il y a quelques petites nouveautés que vous allez être les premières et les premiers à découvrir ce soir. Donc, je suis assez content de vous présenter ça. Un credo qui va peut-être devenir notre slogan sur mesure et engagé, pour vous montrer déjà la diversité du matériel qu'on peut utiliser et la diversité des tâches. Au milieu, c'est moi qui suis en train de livrer des colis. Il y a aussi une petite particularité à Tout en Vélo Grenoble, c'est que tout le monde fait de la livraison. Du gérant au livreur non associé. Sur la gauche, vous pouvez voir le plateau palette qui, lui, nous aide à transporter justement les palettes de denrées alimentaires, mais qui nous sert aussi à débarrasser, par exemple, les arrière-salles des bars du centre-ville. Voilà. Et que ça, c'est tout reparti en réemploi. Il y a un acheteur sur les... Et à droite, une idée qu'on a développée à la demande de l'Union des commerçants de centre-ville. On bosse pas mal avec les commerçants, donc si vous avez de la demande là-dessus, on est tout à fait à l'écoute. Et plutôt pour de la livraison à domicile. Mais la livraison des sapins, il y en avait 130 pour l'Union commerciale de centre-ville, qui a été faite également en partenariat avec la métropole qui nous a mis à disposition des locaux. Ça a été une super opération, tout le monde était très heureux. Et tout le monde veut renouveler ça l'année prochaine. Voilà, comme vous pouvez voir, la limite, c'est 300 kg par chargement, 1200 litres dans les grosses remorques et l'imagination des clients. Voilà. Qui est souvent beaucoup plus importante que la nôtre. Voilà, ça c'est la petite nouveauté. J'en parle avec l'autorisation du pôle agroalimentaire de l'Isère, parce qu'on va communiquer prochainement là-dessus. Il y a une demande aujourd'hui du pôle agroalimentaire de l'Isère, qui est un groupement de producteurs qui fait les produits Isère. Vous avez peut-être déjà vu la marque qui est développée par le département dans vos supermarchés. Eh bien, il y a une demande de regroupement et de relivraison de ces produits-là chez divers clients de l'agglomération grenobloise, voire de tout le département. Nous, on va s'occuper en vélo que du 38 000 et du 3800. Ça va partir du mine, ça commence en mars, pardon. Ça va partir du mine et ça va partir partout dans l'agglo. Et donc, on est très, très fiers de vous parler pour la première fois en public de ce partenariat qui regroupera le pôle agroalimentaire de l'Isère, Frais 3 Services, qui est l'autre prestataire de Manger Bio Isère qui travaille avec du 3,5 tonnes frigorifique. Donc, avec ça, on va pouvoir rayonner très, très loin au-delà de ce que peut faire le vélo.
et Tout en vélo Grenoble, évidemment, et le Mine de Grenoble qui va nous accompagner dans l'expérimentation. Voilà. Voilà pour une présentation que j'ai voulu rapide pour Et donc, pouvoir laisser un peu de place à vos ouais. questions. Et donc, en un mot, en tant que citoyen, comment on fait pour faire appel à vos services? Alors, sur le site toutenvelogrenoble.fr, vous avez un formulaire et vous pouvez le remplir et faire appel à nous. Il y a notre numéro de téléphone aussi. Vous pouvez nous appeler. La journée en ce moment, c'est moi qui réponds. Euh, et voilà comment vous pouvez faire appel à nous. Mais pour être clair là-dessus, nous, on est quasiment exclusivement en service avec les professionnels. On fait de la livraison de courses à domicile, par exemple, pour les supermarchés. Mais le client, en réalité, c'est le supermarché pour moi. Mon client, c'est le supermarché. Le client final à qui je vais donner le sac de courses, c'est le client du supermarché, ce n'est pas mon client. Mais, on a de la relation au particulier comme ça. Non, nous, on est un petit peu connus pour nos opérations en déménagement à vélo. Et ça, c'est vrai que c'est toujours le côté assez fun, même si ça représente qu'une partie marginale de notre chiffre d'affaires. On est super heureux de continuer à faire ça. Et c'est toujours des très bons moments avec les clients. Donc voilà, si vous avez des grosses choses à transporter, que ce soit pour de la déchetterie ou pour de l'achat-vente entre particuliers sur le Bon Coin, par exemple de la machine à laver, ça on sait faire, et ben on sera ravis d'intervenir chez vous. Eh ben, merci à vous trois pour ces témoignages très concrets qui permettent Je peux répondre vraiment en de… une seconde, si vous voulez, à une Oui, question que j'ai vas-y. vu passer sur combien est-ce qu'on réduit les émissions nocives en transférant les flux sur la livraison à vélo. Alors, c'est un calcul un petit peu compliqué. Il y a pas mal de chiffres qui circulent. Pour la plupart, c'est assez faux, pour tout vous dire. Donc, si les gens vous présentent ces chiffres-là, en général, ils sont plutôt faux parce que c'est difficile à évaluer. Mais on est actuellement engagé dans un travail avec Manger Bio Isère pour calculer justement le différentiel en coût carbone sur la logistique vélo. Voilà. Ok. Merci. Bon, ben là, je crois que vous avez vraiment tous les éléments pour pouvoir répondre à un des défis de Capital Vert, qui est effectivement l'optimisation des livraisons avec des camions pleins. Je vois une question super Oui, intéressante, si je peux me permettre. allons-y. Je vois là, si je commande sur Amazon, Le Bon Coin ou ce genre de plateforme, j'imagine, et ça revient un petit peu à la question précédente en tant que citoyen, comment faire appel à ce type de transport, à ce type de transporteur. La question, elle est vraiment très juste. C'est-à-dire qu'en fait, il est difficile pour un client, lorsqu'il fait appel à une commande, de savoir par quel moyen il va se faire livrer. Aujourd'hui, c'est vrai que quand vous commandez sur Amazon ou autre, la seule chose que vous voyez sur le transport, globalement, le transport, il est quasiment inexistant. Il est même pire, il est même marqué gratuit, ce qui est faux. À la limite qu'il soit offert, j'arrive à le comprendre, mais gratuit, ça me choque un petit peu. Et effectivement, le client aujourd'hui n'a pas de solution lorsqu'il achète pour choisir son flux, son mode de transport. Et en dehors de faire du prosélytisme, ce que nous faisons pour nous faire connaître et dire qu'il y a d'autres moyens plus vertueux que ceux qui existent, et en communiquant comme on est en train de le faire aujourd'hui, et en se faisant connaître de cette manière, il n'y a pas d'autres moyens, beaucoup d'autres moyens de savoir quel choix on fait. Et là, effectivement, le consommateur, il n'a pas vraiment de solution pour faire le choix. Et je pense qu'il y a beaucoup à creuser pour essayer de dire, là, vous avez une différence en passant par là. Parce que si le consommateur avait le choix, je pense que souvent, il ferait le choix vertueux. Mais en fait, il est complètement aveugle. Et ça, c'est une vraie question qui est posée là. Si je commande sur Amazon, vous n'en savez rien. Donc, c'est à nous d'essayer de faire adhérer de plus en plus de gens, et notamment Urbi est en démarche pour proposer ces modes de transport à des gens comme Amazon, notamment, pour justement dire, ben voilà, on va prendre le débat à l'envers, on va essayer d'être le plus présent possible pour que la solution soit le plus souvent possible vertueuse en bout de chaîne. Voilà, mais c'est vrai que c'est une question très pertinente. Merci pour ces éléments. Je vous propose qu'on ouvre un nouveau chapitre qui permet de répondre à un autre défi de l'année Capital Vert 2022,
qui est la notion de limiter les émissions liées à ces déplacements, avec là encore une mosaïque de solutions, que ce soit sur les aides liées à la transition énergétique des véhicules utilitaires légers et des poids lourds, que ce soit sur les stations de recharge électrique ou les stations GNV, ou encore effectivement les plans de mobilité. Du coup, on va commencer par Yvan Bouchès, qui est chargé de mission véhicules faible émission à la métropole. Et du coup, il va nous faire un éclairage sur les véhicules utilitaires légers et sur les poids lourds. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer d'être un peu concis parce que je vois que le temps file pour que tout le monde puisse avoir la parole. Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de la transition énergétique des utilitaires et des poids lourds? Il y a de nombreuses raisons, notamment les quelques-unes que j'ai ébauchées à l'écran, qui peuvent peut-être paraître surprenantes, mais dont certaines qui sont particulièrement pertinente, et ça peut être économique pour votre structure, pour une structure commerciale, une entreprise. À long terme, l'investissement vers des solutions faibles émissions, des véhicules propres, électriques, GNV ou autres, sont rentables. Au-delà, bien sûr, des injonctions réglementaires que l'on voit fleurir un peu partout. Justement, ces injonctions réglementaires autour des véhicules plus polluants, autour du diesel notamment, on le sait, il y a des grandes annonces au niveau européen, mais aussi française, sur la sortie du diesel à très court terme. De nombreux pays ont déjà fait l'annonce pour des sorties du diesel à des termes beaucoup plus courts que ceux de la France. Il y a de nombreuses zones à faible émission présentes en Europe, de l'ordre de 250. En France, on commence à peine. Et c'est vrai que Grenoble est un territoire assez, la métropole de Grenoble et les communes qui sont parties de la ZFE, est un territoire assez en avance sur cette question, puisqu'il a mis en place une ZFE déjà depuis 2019. Donc, juste en quelques mots, bien sûr, le cadre réglementaire sur le territoire, la zone à faible émission actuellement en vigueur sur 27 communes de la métropole. Donc, vous le voyez sur la carte, les communes en bleu qui sont concernées. C'est une réglementation qui concerne exclusivement les utilitaires et les poids lourds. Donc, ça ne concerne pas les véhicules particuliers. C'est une réglementation qui est en vigueur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc qui nécessite la position de la vignette critère sur les véhicules, puisqu'ils peuvent être contrôlés en stationnement aussi. Et c'est une réglementation qui concerne tous les corps de métier, tous les types de véhicules, même s'il y a bien sûr quelques dérogations selon les situations. Mais c'est bien un effort collectif pour travailler sur cette qualité de l'air, puisque vous l'avez vu donc en introduction sur les polluants atmosphériques, le transport routier est un vecteur important de production de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. Là, la ZFE est une réglementation qui vise essentiellement à améliorer la qualité de l'air. Donc ça, c'était pour le cadre du pourquoi changer. Maintenant, comment changer, comment faire évoluer un petit peu ces flottes. On se rend compte que c'est un secteur, une filière, le véhicule faible émission, qui est en mutation assez rapide. Il y a différents vecteurs énergétiques qui sont disponibles dès à présent et dans un futur assez proche, notamment bien sûr donc les véhicules électriques qui ont l'avantage de ne faire aucune émission à l'échappement, même s'ils ont un bilan en gaz à effet de serre global sur la production du véhicule et des batteries. C'est une solution qui est pertinente environnementalement parlant. Vous avez aussi tous les véhicules qui fonctionnent au GNV, le gaz naturel pour véhicule, donc qui est du méthane, qui peut être, c'est le même molécule qu'il y a dans le gaz de ville, mais qui a l'avantage de pouvoir être produit aussi localement pour faire du bio-GNV, qui est produit à partir de résidus d'ordures ménagères ou de résidus agricoles. Donc, c'est un biocarburant qui a un cycle
de vie qui démontre un bon, une quantité de CO2 calculée sur son cycle de vie qui est comparable à un véhicule électrique. Les véhicules hydrogène, c'est plus de la science-fiction. Il y a déjà, vous le voyez sur la photo de droite, des véhicules qui sont commercialisés, notamment par le groupe PSA Stellantis, qui sont en cours de livraison en 2022, au-delà du Kangoo électrique hydrogène qui était déjà existant sur le marché. Donc, bien sûr, tout cela, ça nécessite un écosystème et des infrastructures de recharge, mais mes collègues vont y venir un petit peu plus tard. Autre solution, bien sûr, qui n'est pas adaptée à tous, mais comme on l'a vu dans la présentation précédente, les vélos cargo. Dans de nombreux usages urbains, en fait, le véhicule thermique n'a peut-être plus tant sa place que ça, et il faut peut-être revoir son usage de la mobilité, de ses besoins, pour réduire en taille et en besoins, quitte à faire externaliser justement des besoins plus grands d'approvisionnement de chantier et autres, comme on l'a vu sur les solutions de logistique urbaine et de mutualisation des besoins. Donc, il y a de nombreux corps de métier, notamment des artisans, qui passent au vélo électrique, au vélo cargo. Ils seront livrés leur chantier en début de chantier par un transporteur, et après se déplacent avec leur outillage personnel en vélo cargo. Voilà. Donc, voilà, un petit tableau rapide sur l'ensemble des solutions. Les véhicules évoluent très régulièrement, très rapidement. Et leur capacité d'autonomie et de coût deviennent de plus en plus compétitifs. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'œil et voir un petit peu quelles sont les évolutions du secteur. Donc, tu peux rester juste sur celle juste d'avant. Voilà. Au niveau de la métropole de Grenoble, on propose justement d'accompagner cette transition auprès des professionnels, mais aussi des particuliers qui désiraient faire évoluer leur flotte de véhicules de transport de marchandises, en proposant un conseil individualisé sur justement une veille technologique sur les différents types de véhicules, les coûts, par rapport à l'usage et aux besoins de l'entreprise, proposer des solutions concrètes qui sont comment dire, avec des projections financières qui permettent justement de se rendre compte que c'est un investissement qui est rentable et qui est pertinent pour l'entreprise. Ça, c'est sur le conseil. Et bien sûr, si l'entreprise désire passer sur un véhicule de faible émission, donc hydrogène, GNV, électrique ou autre, des aides financières sont disponibles jusqu'à 18 000 €, jusqu'à 5 véhicules par structure. On a essayé de faire un dispositif financier qui est accessible au plus grand nombre, puisqu'on finance du vélo cargo jusqu'au poids lourd, que ce soit du neuf, de l'occasion, en achat, en location. On comprend qu'il y a différents fonctionnements selon les entreprises. Et on finance aussi le rétrofit, donc le rétrofit qui permet de garder son véhicule et de juste changer le moteur en mettant un moteur électrique ou GNV selon les possibilités. Voilà pour les aides. Yvan, on a une question dans le chat là, qui demande si, donc c'est Anne Perel qui demande s'il y a des aides pour les projets de covoiturage. Alors, il y a des actions de covoiturage existantes. Il y a la ligne M-Covoit qui existe entre le Pays Voironnais, Grésivaudan et la métropole. Je n'ai pas les détails sur les aides pour les projets de covoiturage. Je sais qu'il y a des lignes régulières de covoiturage qui sont organisées au niveau de la métropole en lien avec les autres collectivités territoriales du Pays Voironnais et du Grésivaudan. Peut-être que Anne Boisseau, dans sa partie, pourra apporter quelques éléments typiques en déplacement Anne Boisseau est là, bien ouais. sûr que ça sera plus adapté comme réponse. Juste pour rester sur les aides, que je vous ai décrites sont les aides de la métropole qui sont réalisées grâce aux partenaires que sont l'ADEME et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais toutes ces aides sont bien sûr compatibles avec les aides nationales, donc la diapo d'après qui je ne vais pas vous définir et dérouler l'ensemble des aides, mais le cumul est très incitatif actuellement, puisque
juste à titre d'exemple, on peut cumuler jusqu'à 21 000 € d'aide locale et nationale pour acheter un équivalent d'un trafic électrique, donc qui ramène complètement le prix du véhicule à des montants similaires à un véhicule thermique. Voilà. Juste pour vous dire que tout cela, en fait, ça nécessite des grands changements aussi dans l'organisation des entreprises, dans la réflexion sur leur mobilité et leurs besoins. On est là pour vous accompagner. La première démarche, c'est d'aller sur le site internet et déjà de se renseigner, d'aller sur notre chatbot ou de nous faire une demande de conseils sur le formulaire pour justement vous aiguiller dans vos choix. Voilà. Merci beaucoup, Yvan. Du coup, je vous propose d'enchaîner sur les logiques d'infrastructure de recharge, que ce soit recharge électrique ou station GNV, bio-GNV. Là, il nous reste à peu près 20-25 minutes d'intervention pour vous donner un peu l'ordre de grandeur de l'heure de fin. Si nos intervenants respectent leur temps de parole comme ils l'ont très bien fait jusqu'à présent. Merci à vous tous déjà et puis merci aussi aux suivants par avance. Du coup, Mathilde Dieudonna, qui est chef de projet électromobilité à Grenoble-Alpes Métropole, elle nous parle donc du réseau de bornes publiques de recharge électrique qui est en train de se structurer avec une offre existante et puis une offre à venir. À toi. Bonjour à tous. Donc, une fois que vous aurez acquis, que vous allez acquérir votre véhicule faible émission, s'il s'agit d'un véhicule électrique, vous aurez besoin de vous recharger. Donc, aujourd'hui, il y a un réseau de bornes publiques qui existe sur le territoire de la métropole, donc, que vous voyez sur la carte. Aujourd'hui, ce réseau comprend 83 bornes pour 87 points de charge qui sont répartis en voirie, en parking relais et en parking Pégam. Donc, vous voyez le détail ici. Donc, vous avez 45 bornes qui sont sur la voirie, sur la voirie, les parkings relais, donc 43 bornes en voirie, et donc 2 seulement pour l'instant en parking relais, mais le réseau est amené à se développer, j'y reviendrai après, et 38 bornes qui se trouvent dans 8 parkings en ouvrage Pégam. Donc vous voyez sur la carte, sur les pastilles bleues, donc c'est les bornes qui sont en voirie et en parking relais, qui sont principalement centrées donc, sur le centre de la métropole, pour la simple et bonne raison que ces bornes aujourd'hui sont issues dans leur très grande majorité de l'expérimentation Cité Libre Bayamo, qui a eu lieu de 2014 à 2017 et qui expérimentait l'autopartage électrique. Donc à l'époque, le centre du territoire métropolitain avait été identifié comme étant le plus propice à ce type d'expérimentation, et donc c'est ce qui explique aujourd'hui la localisation des bornes. Les pastilles oranges que vous voyez, ce sont celles du réseau e-borne, donc de territoire d'énergie 38, qui sont donc en dehors du territoire métropolitain. Donc, à partir de cette année et l'année prochaine également, ça sera amené à se poursuivre par la suite, le réseau de bornes publiques va se développer, donc, comme vous le voyez sur la carte. L'idée étant d'arriver à un total de 340 points de charge en 2023, donc répartis dans l'encadré, comme vous le voyez sur l'encadré en bleu, répartis de la manière suivante, avec 114 points de charge en voirie, 142 en parking relais et 84 dans les parkings Pégam, pour lesquels une étude est en cours actuellement. Donc, il y a déjà un certain nombre de travaux qui sont prévus donc, pour le premier semestre de cette année. 15 nouvelles stations doivent être installées en voirie, comprenant 30 points de charge. 15 nouvelles stations également en parking relais, comprenant 15 points de charge sur des bornes à 1 point de charge et 52 points de charge sur des nouvelles bornes à 2 points de charge. Les parkings relais comprenant des bornes donc, de recharge lente, c'est-à-dire de 7 kW. En revanche, en voirie, on prévoit des bornes de recharge accélérée à 22 kW en courant alternatif et en courant continu. En 2023, les travaux se poursuivent. On va installer 39 points de charge en voirie, 71 en parking relais et 42 donc en parking en ouvrage. L'idée étant, comme vous le voyez sur la carte, d'arriver à un maillage progressif
des zones urbaines, des zones périurbaines de la métropole. Donc, on ne va pas installer de nouvelles bornes, en tout cas pour ce qui est de la voirie dans le centre de la métropole, puisque le centre est aujourd'hui relativement bien équipé. Mais en revanche, on va installer de nouvelles bornes en voirie sur les zones plus périurbaines du territoire. Donc, sur la diapo suivante, donc, on peut voir que l'ensemble des installations qui sont prévues se basent sur le schéma directeur du véhicule électrique qui a été réalisé en 2019, qui a été adopté par la métropole et par le SMAG, donc le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, en début 2020. Ce schéma vient d'être réactualisé et il sera réactualisé de manière plus poussée encore en 2022. Donc, les concepts clés de ce schéma, c'est que la recharge principale se fait principalement au domicile ou sur son lieu de travail. C'est le premier point. Et que donc, les bornes de recharge publiques, qu'elles soient situées en voirie, en parking relais ou dans les parkings en ouvrage, sont principalement dédiées à un usage de réassurance. Et depuis la réactualisation du schéma, on a prévu que dans une certaine mesure, les bornes pouvaient également être dédiées à la recharge principale pour les ménages en fait, qui n'ont pas de possibilité de stationnement à domicile et donc pas de possibilité de se recharger à domicile. Je pense particulièrement aux copropriétés qui n'ont pas de parking en leur sein. En revanche, on considère que la recharge ultra rapide, donc quand on parle de recharge ultra rapide, on parle de puissance de 150 kW et davantage du ressort du privé via les stations-service notamment. Et donc, ce schéma directeur a estimé le besoin en points de charge à 340 sur l'espace public en 2023 dans son scénario bas. À ceci doit s'ajouter un besoin en points de charge pour les utilitaires des professionnels et une étude est en cours actuellement pour estimer ce besoin en points de charge pour ce besoin spécifique. Donc, en complément du déploiement des infrastructures de recharge publique, est prévu dans le schéma directeur un plan d'accompagnement pour aider les copropriétés, les entreprises et les commerces à s'équiper en bornes de recharge. Donc d'abord, juste un petit rappel réglementaire, c'est qu'à partir de 2025, les parkings de plus de 20 places des bâtiments non résidentiels doivent être équipés d'une borne de recharge avec une borne par tranche de 20 places, sauf si des travaux importants d'adaptation du réseau électrique sont nécessaires. Donc ça, c'est un point juridique et il y a pas mal de spécificités selon les parkings qui seraient ajoutées, que je ne vais pas développer ici. Donc pour compléter le réseau de bornes publiques de la métropole, il est prévu donc un accompagnement pour aider les copropriétés et les entreprises à s'équiper en bornes de recharge. Donc, concernant les copropriétés, cet accompagnement va être effectué par l'ALEC, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat. Cet accompagnement va être effectif dans le courant de l'année 2022. Enfin, les premières copropriétés pourront être accompagnées dans le courant de cette année et il sera déployé de manière plus large à partir de la fin de l'année 2022 et puis l'année suivante. Donc l'accompagnement qui est prévu, c'est de faire une analyse des besoins des copropriétés en matière de recharge et de faire un diagnostic technique, de présenter les différentes solutions qui sont possibles en matière d'installation d'infrastructures de recharge, de faire une aide à la concertation, une aide à la consultation des entreprises avec notamment du conseil sur les devis et des informations sur les aides financières qui existent. En parallèle, il est prévu d'accompagner les entreprises et les commerces pour installer des bornes de recharge. Cet accompagnement, il sera prévu de manière donc effective, il sera effectif à l'automne 2022.
J'ajoute que des aides sont disponibles, des aides nationales sont disponibles pour aider donc financièrement les entreprises en fait, et les copropriétés, enfin tous les usagers potentiels intéressés à s'équiper en borne de recharge. Ce sont les aides Advenir. Donc, je vous invite à taper dans un moteur de recherche Advenir, ADVENIR, pour avoir toutes les informations sur le montant de ces aides et les conditions pour pouvoir en bénéficier. Voilà très rapidement pour les bornes de recharge. Je laisse la parole à ma collègue Delphine Desrobert sur le GNV. Bonsoir. Donc moi, oui, c'est plus, je vais vous partager la stratégie de la métropole pour accompagner les gens qui souhaitent investir dans des véhicules au GNV. Donc là, je parle bien de GNV et pas, il y a dans le chat, on voit qu'il y a des questions de GPL. Donc le GPL, c'est vraiment un sous-produit du raffinage du pétrole. Le GNV, c'est la molécule méthane, qui c'est donc le gaz qui circule dans les réseaux, ce qu'on appelle le réseau gaz de ville. Donc ça, en fait, c'est une mobilité à laquelle la métropole croit beaucoup pour à la fois répondre aux objectifs pollution de l'air. On a vu que c'était 1000 décès par an au niveau d'Isère, et à la fois à nos objectifs de réduction de CO2, car c'est un moyen aussi d'avoir du biométhane, c'est-à-dire tout ce qui est méthanisation de nos déchets. Et sur le territoire, actuellement, c'est de méthanisation des eaux usées des habitants. Donc en 2019, la métropole elle a lancé un schéma d'opportunité de développement des stations bio-GNV. On peut passer à la slide d'après, Anne-Cécile. Donc contrairement aux recharges électriques, là on est vraiment sur une volonté sans compétence spécifique de la métropole. Hein. C'est un choix de la métropole qui voulait pouvoir répondre aux objectifs de la ZFE, à faire muter dès aujourd'hui sa flotte de véhicules, notamment les bennes à ordures et les bus, vers des véhicules qui sont à plus faible émission, et puis de pouvoir répondre aux objectifs de plan de déplacement urbain. Donc l'objectif de la métropole, c'est 13 stations à 2030. La slide d'après, je veux dire qu'en fait, il y a des business. Donc ce qui a donné cette étude, c'est qu'il y a vraiment un business model qui peut fonctionner sur la métropole. Après, ça peut dépendre un peu de ce qu'on vise. En gros, on veut développer des grosses stations GNV sur des axes très identifiés, donc des stations spécifiques. Il y a tout un travail sur convertir des stations existantes pour les faire muter en stations multi-énergie. Donc, ça va être la station service d'aujourd'hui sur lequel on ajoute une piste bio-GNV, GNV. Et puis après, peut-être plus par rapport à la cible d'aujourd'hui de nos échanges, c'est des stations mixtes qui peuvent être faites avec des entreprises, soit qui deviennent actionnaires d'une station, et notamment qu'on peut avoir des pistes privatives et puis une partie éventuellement ouverte à tous. Donc c'est aussi ce volet-là qui est tout à fait possible pour pouvoir avitailler sa propre station. Là, c'est la carte aujourd'hui de où on en est. En 2021, là, la vente de GNV sur notre territoire a augmenté de 20% par rapport à l'année d'avant. Donc, on est sur des grosses progressions, malgré des stations qui ne sont pas nombreuses. Aujourd'hui, les stations, donc ça, c'est les stations ouvertes à tous, sachant qu'il y a des stations privatives qui ne sont pas sur cette carte, notamment par exemple pour les bus, la Semitag, ils ont leur propre station pour recharger les bus qui nous font voyager dans la métropole. Donc aujourd'hui, on a une station à Saint-Égrève, à La Tronche et dans Grenoble qui peuvent avitailler en GNV et bio-GNV. Et puis d'ici la fin de l'année, on aura 2 grosses nouvelles stations qui vont s'ouvrir sur la rocade sud au niveau de Mélan et puis celle au niveau du marché d'intérêt national qui est un gros flux de trafic aussi, qui aura une partie vraiment réservée pour les clients du mine et une autre pour ouvert à tous. Donc, je vous invite, s'il y a un projet, si vous avez de la surface, vous avez une grosse flotte captive, c'est tout à fait possible de se rapprocher de la métro pour voir comment on peut notamment vous mettre en lien avec des partenaires qui peuvent proposer des stations au bio-GNV, GNV. D'accord, merci bien Delphine. Je vous propose du coup de clore ce chapitre avec Anne Boisseau, qui est chef de service management de la mobilité et information multimodale au SMAG.
Du coup, Anne, en gardant un peu en tête les deux questions, la sous-jacente sur l'accompagnement du covoiturage et l'accompagnement effectivement de l'usage de l'autopartage, ça fait complètement partie des plans de mobilité. Donc voilà, il y a ces deux petites questions en suspens. Si tu peux arriver à y apporter quelques éléments de réponse au fil de ta présentation, c'est parfait. Bonjour à tous, merci Anne-Cécile. Je vais essayer d'aller assez vite puisque c'est la dernière présentation. L'objectif, c'est que vous ayez en tête... Il vous en reste une encore après. Ah, il en reste une. Il restera une présentation sur la qualité de l'air intérieur. D'accord. L'objectif, c'est voilà, de présenter ce qui existe et que vous sachiez comment prendre contact si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet. Donc, sur la question des plans de mobilité employeurs, aujourd'hui, depuis la loi d'orientation des mobilités de 2019, on a une obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés sur un seul site d'intégrer ces mesures visant à améliorer la mobilité domicile-travail dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Et sinon, il y a une obligation dans tous les cas de réaliser un PDME si ce n'est pas intégré dans les NAO. Si on passe sur la slide suivante, aujourd'hui, au niveau du SMAC, ce qu'on propose, c'est d'accompagner les employeurs par rapport à ces évolutions réglementaires en proposant un outil clé en main. Donc, c'est une démarche qu'on appelle la démarche MPRO, structurée, qui permet de mettre en place ces PDME. C'est structuré à l'échelle du SMAG, donc sur le périmètre de la métropole et du Grésivaudan. Et l'objectif, c'est d'accompagner individuellement et gratuitement les établissements qui sont contributeurs au versement mobilité, de valoriser les actions. Nous, côté SMAG aussi, ça nous permet d'avoir une visibilité de ce qui est mis en place et puis de promouvoir l'ensemble des modes alternatifs à l'autosolisme. Et enfin, on a toute une démarche avec des clubs mobilité et des rencontres entre les référents de PDME qui fonctionnent très bien et qui participent de cette dynamique. Donc les outils, on a une équipe MPRO qui est dédiée à ça. Donc il y a 4 personnes sur le territoire métropole Grésivaudan qui y travaillent. On a des enquêtes en ligne, enfin voilà, on a des kits, tout est clé en main. À partir du moment où la démarche est engagée, il y a des abonnements avec des tarifications privilégiées sur les transports en commun, que ça métropole avec MTAG ou sur le Grésivaudan avec M2Go. Si on passe à la slide suivante, concrètement, un PDME, c'est des engagements communs entre l'employeur et le SMAG, l'employeur s'engageant à réaliser différentes étapes, donc à participer à des rencontres, à mettre en œuvre des actions favorisant le développement de modes alternatifs à l'autosolisme, avec des indicateurs qui sont proposés et des suivis. Donc avec un interlocuteur présent à chaque fois chez l'employeur, une participation au challenge mobilité et puis une diffusion de l'infomobilité qu'on transmet depuis les services du SMAC. Derrière, il y a tout un plan d'action qui est structuré aussi. Si on passe à la slide suivante, vous pouvez voir les actions. Alors, pas encore. Donc, juste pour dire que depuis que la dynamique existe, on a sensibilisé près de 355 établissements et on voit qu'on est sur une belle dynamique aujourd'hui, puisque depuis septembre 2016, on a 263 établissements qui se sont lancés dans la démarche MPRO et qui continuent régulièrement. Voilà, oui, je voulais faire un focus parmi toutes les actions qu'on a dans le cadre des PDME, un focus sur le forfait mobilité durable, qui permet aux employeurs de prendre en charge les frais de déplacement de leurs salariés sur les trajets domicile-travail lorsqu'ils sont effectués avec des modes alternatifs à la voiture individuelle. Donc, on a effectivement une régulation qui a
qui a cadré tout ça entre la LOM, les décrets d'application de la LOM et puis la loi climat et résilience. Et si on passe à la slide suivante, voilà, le forfait mobilité durable. Donc, on est bien sur un forfait qu'il ne faut pas confondre avec la prise en charge transport, qui est obligatoire pour les employeurs du secteur privé et public, sur le remboursement à minima de 50% des prix TC ou services de location de vélo. Et c'est aussi différent de l'IKV. C'est bien un dispositif qui vient en plus, qui est à la charge de l'employeur à 100%, mais qui est exonéré d'impôts sur le revenu pour les salariés et de charges sociales pour les employeurs dans la limite du plafond de versement. Donc voilà, avec un tableau qui récapitule ce que permet aujourd'hui la loi pour la mise en place du forfait mobilité durable. Donc une prise en charge de 500 € par an par salarié, voire même jusqu'à 600 € en cas de cumul avec la prime transport dans le secteur privé. Et puis, par contre, sur le secteur public, un plafonnement à 200 €. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, puisque de toute façon, les documents seront laissés à la fin. Rappelez que le forfait mobilité durable permet de financer tout un tas de modes de déplacement très différents, que ce soit du vélo personnel, des frais de covoiturage, des trottinettes, vélos en free floating, des compléments sur le transport public, donc hors abonnement, qui sont pris en charge déjà dans la prime de transport, mais sur des tickets de TC ou des services d'autopartage. Voilà, donc avec des différences entre le secteur privé et le secteur public, et que tout ça, normalement, doit faire l'objet d'analyse et peut-être, en tout cas d'évaluation et peut-être d'évolution dans les mois qui viennent. Voilà, rapidement. Et la slide d'après, voilà. Bon, je m'étais arrêtée là sur ce focus FMD. Merci. Pour répondre à la question sur le covoiturage, effectivement, côté SMAC, il y a une structuration de l'offre de covoiturage parce qu'on sait qu'on a énormément d'opérateurs et que l'enjeu, c'est aussi d'amener de la lisibilité pour les usagers. Donc, il y a un service, on va dire, qui correspond à des lignes structurantes de covoiturage qui s'appelle M-Covoit Ligne Plus, auquel faisait référent Yvon tout à l'heure, entre le Voironnais, la métropole et le Grésivaudan. Et donc là, effectivement, on est sur un service donc organisé par le SMAG avec une gratuité pour les passagers jusqu'à l'été prochain. L'objectif étant de favoriser le déploiement de ce service un maximum et de le faire connaître. En parallèle, on travaille aussi sur d'autres types de covoiturage. On a du covoiturage avec rendez-vous et puis du covoiturage sur des zones de desserte, en tout cas, qui correspondent plus à de l'autostop organisé. Donc, sur tous ces services-là, à disposition si vous voulez creuser par la suite et échanger. D'accord, merci beaucoup Anne. Effectivement, l'ensemble des intervenants là, restent à votre disposition, à notre disposition pour aller plus loin, poursuivre les échanges. Je vous propose de passer à la dernière intervention pour basculer effectivement sur le sujet de la qualité de l'air intérieur, qui est aussi un enjeu fort et qui fait également l'objet d'un défi dans le cadre de Capitale Verte, qui se nomme Air intérieur, air sain. Et donc, on donne à nouveau la parole à Gladys Marie au titre de ses missions à Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour 5 petites minutes. Pas de souci, merci Anne-Cécile. Donc effectivement, l'idée à la fin de cet atelier, c'est de faire une ouverture aussi sur la qualité de l'air intérieur. Donc on en a beaucoup discuté dans les différents échanges précédents. L'idée, c'est d'améliorer notre qualité de l'air extérieur en réduisant les émissions de polluants, mais on est aussi exposé à des polluants dans notre air intérieur. On passe à peu près 80% de notre temps dans des espaces clos. Donc c'est vraiment important d'être vigilant aussi sur ces émissions de polluants-là, qui ne sont pas les mêmes polluants que ceux qu'on retrouve en air extérieur. On a des phénomènes de transfert des polluants de l'air extérieur vers l'air intérieur. Donc on va en partie les retrouver, mais on a aussi des sources d'émissions propres en air intérieur, notamment tout ce qui va être composés organiques volatiles, particules fines supplémentaires aux émissions extérieures et tout ce qui va aussi être allergène notamment. On verra tout à l'heure sur les pistes d'action.
Et vous aurez ces diapositives pour pouvoir aller un petit peu plus en détail. D'un point de vue réglementation, la réglementation sur la qualité de l'air intérieur, elle est en train d'évoluer et il y a même une consultation publique qui est en cours voilà, pour faire évoluer cette réglementation. Donc, c'est pour vous dire que c'est un sujet qui est pris, voilà, qui est quand même pris au sérieux et qui prend de l'ampleur. C'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, vous pourrez retrouver les références de tous les décrets, mais en fonction des bâtiments que vous avez en gestion, que ce soit des logements, du tertiaire ou des bâtiments qui accueillent notamment des publics vulnérables, c'est important de se référer à cette réglementation sur la qualité de l'air intérieur et notamment sur des restrictions d'utilisation de certains produits et sur des normes de ventilation pour pouvoir renouveler cet air. Donc, les actions qu'on peut faire pour réduire les émissions de polluants dans l'air intérieur, ça va surtout se situer autour du choix. Alors, ça va être des choix, par exemple, de mobilier, de matériel. Tout mobilier neuf ou matériel neuf va émettre notamment des composés organiques volatiles. Donc, il est préférable, déjà dans une démarche globale hein, de réduction de la pollution, de privilégier de la récupération de matériel et non pas d'acheter du matériel neuf. Mais si vraiment vous êtes amené à acheter du matériel neuf, et de le stocker pendant quelques temps dans des pièces aérées et bien ventilées avant de les mettre par exemple dans des écoles où il va y avoir des enfants qui vont être soumis à ces nouvelles tables ou ces nouvelles chaises qui vont dégager beaucoup de polluants. Il y a des choix importants à faire aussi sur les produits de nettoyage et d'entretien. C'est des produits qui sont souvent très toxiques et qui émettent des polluants qui vont rester dans l'air un certain temps. Donc ça, c'est valable à la fois dans les maisons en intérieur et puis dans tous les bâtiments. Et puis avoir des choix de fournitures scolaires, de loisirs créatifs qui sont faiblement émetteurs de polluants, hein. Il y a de plus en plus de labels et de petites étiquettes que vous pouvez retrouver sur les peintures, les cols, les solvants pour pouvoir vous faire un avis sur le matériel que vous utilisez. Et puis une autre source de polluants en air intérieur qu'on oublie souvent, ça va être tout ce qui va être bougies, encens, parfum d'intérieur. Alors c'est beau, ça sent bon, ça fait une bonne ambiance, mais en vrai, vous êtes en train de vous intoxiquer, soit aux particules fines, soit aux différents composés organiques volatiles. Donc vraiment, l'idée, c'est de limiter les émissions de polluants et ensuite de mettre en place une ventilation hein, de son logement et ou des bâtiments qui accueillent du public notamment. Donc soit le mieux avec des installations type VMC ou centrale de traitement d'air hein, qui sont automatiques et qui vont pouvoir renouveler l'air avec des taux définis, soit par une aération manuelle avec les fenêtres. Hein. Il y a des règles sur les aérations par rapport au transfert avec l'air extérieur. On va dire que l'été, il vaut mieux aérer le matin pour éviter les pics d'ozone. Et puis l'hiver, il vaut mieux aérer alors dans l'après-midi si c'est possible pour éviter les pics de particules fines. Donc voilà, on en revient sur d'une part avoir des bons systèmes de ventilation ou alors aérer soi-même pendant 10 minutes et puis adapter aussi sur les bâtiments le niveau de filtration au niveau de pollution extérieure. Quand vous avez un bâtiment, typiquement une crèche en bordure de rocade, et avoir des systèmes de filtration qui sont beaucoup plus performants qu'un bâtiment qui va être dans une zone moins exposée à la pollution de l'air. Donc arriver à faire ce parallèle air extérieur, air intérieur. Et donc, dans le cadre du défi Grenoble Capitale Verte, hein, pour avoir un air plus sain, un outil dont vous pouvez vous servir, c'est l'outil Inventaire. Donc, c'est un outil qu'Atmo a développé en partenariat avec le département de l'Isère et qui est donc accessible à tous en tant que particulier ou établissement recevant du public en Isère pour pouvoir faire un premier diagnostic rapide pour répondre à des questions qui va vous permettre de caractériser en première approche votre qualité de l'air intérieur et vous proposer un plan d'action personnalisé en fonction des réponses qui ont été fournies. Donc, c'est déjà un premier pas pour aller sonder son air intérieur. Et puis après, pour ceux qui veulent plus loin, nous, chez Atmo, on accompagne hein, certains acteurs du territoire, des agglomérations, des communes ou même des entreprises dans le cadre d'actions partenariales sur l'évaluation de leur qualité de l'air intérieur et comment avoir une meilleure qualité de l'air intérieur. Et donc, en exemple, hein, en ce moment, on est en train de faire une expérimentation sur l'école Valier-Catane à Grenoble, qui est quand même fortement proche de l'autoroute A480, pour voir justement les effets de transfert des polluants entre l'air intérieur et l'air extérieur. Quels sont les polluants qu'on retrouve dans ces salles de classe hein, qui accueillent les enfants. Et donc, ces mesures sont faites avant et après travaux de rénovation de l'école pour voir si on a un impact au niveau du transfert des polluants suite à ces travaux. Eh bien, merci beaucoup. On arrive au terme de notre atelier sur la qualité de l'air. Merci vraiment à tous les intervenants pour la qualité des différentes prises de parole. Merci aussi à tous les participants pour votre attention, pour vos questions, pour l'ensemble des échanges. Je vous confirme effectivement que d'ici quelques jours, l'équipe de Capitale Verte vous enverra un message avec un lien pour accéder aux différents supports qui ont été projetés ce soir.
Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt pour un prochain comité des partenaires. Et puis bonne soirée. Bon, vraiment, merci à tous, vous avez été parfaits. On n'a pas réussi à rattraper le retard, mais voilà, on est quand même, on a été bon dans le délai qui nous était imparti. Dans le miracle, hein. Non, il n'y a pas de miracle. Ah, j'ai oublié de mettre la dernière diapo, pardon. Merci Anne-Cécile pour l'animation. À très bientôt à tous. Au revoir. À bientôt, bonne soirée. Bientôt. Bonne soirée. Salut.